C'est la première vidéo de réparation sur la chaîne et elle concerne cet appareil. Donc ça, c'est un mini moniteur LCD que j'ai récupéré dans une benne. Donc j'ai aucune information sur un éventuel mauvais usage qui aurait pu provoquer une panne dessus. En tout cas, il ne s'allume absolument pas, même pas la petite LED présente sur la face avant. Il est fait pour être alimenté sous 12 volts continu. Il a deux entrées pour les signaux vidéo, je dirais que c'est du RCA, plus une entrée classique VGA. Et je vous propose dès maintenant d'essayer de lui faire reprendre vie. Pour commencer, je dirais que j'ai l'impression que c'est un écran destiné à un usage professionnel, parce que le design est on ne peut plus simple, il n'y a vraiment pas de superflu, et en plus de ça, le boîtier est entièrement métallique, c'est du métal qui doit faire 0,8 ou 1 mm d'épaisseur, ce qui est extrêmement solide pour un simple écran de mon point de vue. Quoi qu'il en soit, il est en panne et on va commencer par le démonter pour voir quel genre de surprise il peut nous réserver. Donc là, on peut soulever le couvercle. Je vais éliminer les câbles sur le côté pour y voir plus clair. Voilà. Et nous tombons sur deux cartes électroniques. Enfin, la deuxième ici ne contient que des boutons poussoirs et je pense que le problème se trouve très probablement sur la carte principale. Comme nous avons a priori ici un problème d'alimentation générale, le premier réflexe à avoir est de vérifier l'état du fusible à l'entrée de l'alimentation 12 volts. Donc il faut le chercher sur le circuit imprimé. Je vous avoue qu'ici j'en ai pas trouvé, donc a priori il n'y a pas de protection en tête contre les surintensités. J'ai eu le cas d'un écran où la casse du fusible à l'entrée était l'unique cause de la panne. C'était un fusible comme celui-ci avec un corps en verre transparent. On voyait à travers qu'il n'y avait pas eu de traces de fusion, donc pas de surintensité. Le filament avait l'air intact en apparence, mais la mesure nous disait que ça ne conduisait plus. Et c'était en fait un fusible qui était mort de vieillesse, puisqu'il avait une cassure microscopique au niveau du filament qui empêchait le courant de passer. Ensuite, je prends quand même la peine de vérifier au moins visuellement l'état des condensateurs électrochimiques présents sur la carte. Mais bon, comme ici on n'a aucun allumage, même pas un allumage furtif, je ne pense pas que ça puisse être un condensateur qui est en cause. Mais je rappelle quand même que c'est uniquement une mesure avec un appareil qui permet de savoir si un condensateur est bon ou pas, et pas un examen visuel. Donc les condensateurs en apparence ont l'air corrects. Ce qu'on va en revanche remarquer sur cette carte, c'est un premier circuit intégré ici en boîtier SOIC à 8 pattes qui est grillé. Donc le dessus du boîtier est un peu déformé, ça a dû chauffer à l'intérieur, il y a dû avoir surpression et ça a dû fuir, d'où la déformation sur le dessus. Alors il est grillé ce composant-là, mais on a de la chance parce que le boîtier n'est pas assez déformé pour qu'on ne puisse pas lire la référence dessus. Donc là, on a la référence, ce qui va être très intéressant dans un premier temps pour pouvoir aller consulter la fiche technique du composant, la datasheet, et nous permettre éventuellement de comprendre à quoi sert le composant dans le montage, et ça nous permettra ensuite, la référence, de pouvoir commander exactement la même pièce en remplacement. Alors cette référence de composant là, elle correspond à un circuit de gestion de convertisseur buck, de convertisseur donc abaisseur de tension continue. On peut aller repérer sur la fiche technique où le branchement est indiqué où est la tension d'entrée, et sans surprise, en suivant les pistes du circuit imprimé, on s'aperçoit que la tension d'entrée ici correspond à la ligne 12 volts continu dans l'entrée de l'appareil, et c'est donc un convertisseur qui reçoit le 12 volts continu à son entrée et qui le convertit en une tension plus basse, peut-être 5 volts, peut-être 3,3, on essaiera de deviner tout à l'heure la valeur, et cette tension donc plus réduite permet certainement d'alimenter une très grande partie de la partie commande. Ensuite, en poursuivant les observations sur la carte, je tombe sur un deuxième et dernier circuit intégré qui est grillé. Donc c'est celui-ci, avec un tout petit boîtier à 6 pattes. Alors il y a une référence indiquée dessus, mais elle ne me mène à aucun datasheet. C'est assez habituel pour ce genre de petit boîtier, et c'est dommage. Mais bon, en regardant ce qu'il y avait de branché autour de ce composant, j'ai deviné à quoi il servait. Alors autour de celui-ci, nous avons une bobine, une diode rapide et un condensateur, et même plusieurs. Et en fait, on reconnaît avec un petit peu d'habitude qu'il s'agit en fait d'un circuit de gestion de convertisseur boost, d'après la manière dont les composants sont branchés à côté de lui. Alors j'ai repéré où était la sortie de ce convertisseur boost, donc la sortie avec la tension plus élevée que le convertisseur vient de produire. Et en fait, en suivant les pistes du circuit imprimé, on voit que cette sortie avec la tension plus élevée est raccordé au niveau de ce connecteur-là, où il est écrit plus LED et moins LED. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un connecteur qui sort de la carte,
qui va dans le panneau LCD et ça vient en fait alimenter les petites LED qui assurent le rétroéclairage de l'image. Et c'est tout à fait cohérent de trouver un convertisseur boost à cet endroit-là, en amont des LED, puisque très souvent un rétroéclairage à LED, ça va être plusieurs LED branchés en série qui vont nécessiter une tension, un voltage forward assez élevé. Donc c'est normal de trouver un convertisseur boost avant permettant d'élever la tension de façon à ce que les LED puissent fonctionner correctement. Mais notez bien que ce n'est pas un convertisseur qui va fournir une tension constante à la chaîne de LED, ce qui pourrait les cramer. C'est un convertisseur qui va faire circuler un courant constant dans la chaîne de LED. Et d'ailleurs, juste à côté du petit circuit de gestion du boost, qui d'ailleurs intègre le transistor, j'ai oublié de le dire, le transistor de découpage, vous trouvez une résistance de faible valeur ici, le marquage 1R0. C'est une résistance de 1 ohm, une résistance de shunt. Elle est branchée en série avec la chaîne de LED et elle va produire une chute de tension proportionnelle au courant qui passe dans les LED. Le petit circuit juste à côté va lire cette chute de tension. Ça lui permet de connaître le courant qui circule dans les LED et d'ajuster son rapport cyclique, si vous voulez, de façon à maintenir le courant qui passe dans les LED constant. Donc au final, on se retrouve avec deux problèmes sur de l'électronique de puissance qui sont tout à fait cohérents avec le symptôme qui est que rien ne s'allume. Il y a un aspect intéressant dans cette panne, c'est que en observant de nouveau les pistes du circuit imprimé, on se rend compte en fait que l'entrée du convertisseur boost qui est cramé est alimentée par la sortie du convertisseur buck qui est aussi cramé. Et donc après une observation pareille, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a peut-être très probablement un lien entre ces deux défaillances. Comme hypothèse sur le déroulement de la casse, on peut se dire que c'est peut-être le convertisseur buck qui a craqué en premier, qui a fait une surtension au niveau de sa sortie et que cette surtension a endommagé le convertisseur boost. Moi, je pencherais plutôt pour une deuxième hypothèse. Je pense que c'est peut-être le convertisseur boost qui a plutôt craqué en premier, qui aurait fait un court-circuit au niveau de son entrée, c'est tout à fait possible de par sa structure, et que ce court-circuit en entrée de boost, et donc en sortie de buck, puisque ça correspond, aurait provoqué une défaillance sur le convertisseur buck. Alors avant de poursuivre, il y a un aspect très particulier concernant les convertisseurs buck qui me semble intéressant de mentionner. C'est que si vous tombez comme ici sur un appareil où vous avez un convertisseur buck qui est manifestement défaillant, vous pouvez malheureusement dès le début avoir des espoirs très modérés, voire très faibles de réussite de réparation. Et ça s'explique de par la structure intrinsèque d'un convertisseur buck qui est celle-ci en version simplifiée, où on va trouver à gauche une tension d'entrée, à droite une tension de sortie plus basse que la tension d'entrée, un transistor de découpage qui va hacher ou découper la tension d'entrée, une diode de roue libre, une bobine et un ou plusieurs condensateurs. Et le problème là-dedans, c'est qu'en cas de claquage du transistor de puissance, dû par exemple à une surtension, une surintensité ou une surchauffe, très souvent, surtout quand c'est un MOSFET, ce que ce transistor en claquant va nous laisser entre ces deux bornes de puissance, ça va pas être un circuit ouvert, ça va être plutôt très souvent une résistance parasite extrêmement faible, de l'ordre de quelques dixièmes d'ohms, donc pratiquement un contact direct, et ça c'est très ennuyeux dans le cas d'un convertisseur buck, puisque le buck c'est censé faire de l'abaissement de tension continue, passer par exemple de 12 volts à 5 volts, et si on se retrouve pratiquement avec l'équivalent d'un contact à la place de ce transistor, ça veut dire que la tension d'entrée se retrouve presque au niveau de la sortie. Ça a donc pu provoquer une surtension en sortie de convertisseur, destructrice pour tous les composants qui sont branchés en aval, et par conséquent, même une réparation de celui-ci risque de ne pas changer grand-chose. Alors ici, on peut avoir de l'espoir, parce que si je considère que c'est d'abord le convertisseur boost qui a claqué en premier, plus précisément qui a eu son transistor qui a fait un court-circuit et qui a provoqué un court-circuit à l'entrée du convertisseur boost, et donc à la sortie du buck puisque ça correspond, et bien ce court-circuit, même si un court-circuit a priori paraît dérangeant, a pu être avantageux puisque ça a pu naturellement empêcher la tension de s'élever dangereusement en sortie de convertisseur buck et de détruire tout ce qui est branché derrière. Bien, donc maintenant qu'on a vu les composants qui étaient grillés, je vais essayer de faire quelques mesures. Donc j'ai pris le multimètre en mode ohmmètre et je vais commencer par mesurer la résistance au niveau de la sortie du convertisseur buck. Alors c'est des mesures en circuit, c'est pas forcément fiable, mais je vais quand même les faire pour essayer d'avoir une sorte d'indication.
Donc je mesure au niveau du condensateur de sortie du convertisseur buck et je tombe sur, allez, 4 ohms à peu près. C'est vraiment pas beaucoup. Si on considère qu'il y a à peu près 5 volts, peut-être 3.3 en sortie du convertisseur buck, ça fait quand même peut-être un peu beaucoup de courant. Moi, en voyant ça, j'ai envie de penser qu'il y a quand même peut-être un court-circuit en sortie de convertisseur buck. Ensuite, deuxième mesure. Alors, comme je n'ai pas de documentation concernant le circuit intégré du convertisseur boost, j'ai dû réfléchir un petit peu pour deviner où étaient les 2 bornes de puissance du transistor intégré au circuit pour pouvoir ensuite faire une mesure de résistance aux bornes de puissance du transistor de découpage du convertisseur boost. Alors en mesurant, je tombe sur à peu près la même valeur que tout à l'heure, c'est-à-dire 4, et quelques ohms, ce qui laisse forcément penser que le transistor de découpage du convertisseur boost est en court-circuit. Alors évidemment, ça peut expliquer nos problèmes actuels, et également le court-circuit en sortie de convertisseur buck. Donc vu les résultats de mesure que je viens d'obtenir concernant ce transistor, je décide d'éliminer le circuit intégré qui intègre le transistor en question. Voilà, donc c'est enlevé et nettoyé comme j'ai pu. Je suis maintenant curieux de savoir ce que va donner une nouvelle mesure de résistance en sortie de convertisseur buck. Et alors là, on tombe sur 40 ohms à peu près, environ 10 fois plus de résistance que tout à l'heure, ce qui laisse penser qu'en ayant dessoudé le convertisseur boost grillé, on a éliminé un court-circuit en sortie de convertisseur buck, ce qui bien évidemment améliore la situation. Comme je considère à partir d'ici qu'il n'y a plus de court-circuit en sortie de convertisseur buck, je décide de dessouder l'ancien composant grillé pour le remplacer par quelque chose de nouveau. Alors pour remplacer simplement le buck, je pourrais commander exactement la même pièce, sachant que je connais la référence, mais comme je ne suis pas sûr que la réparation va marcher à 100%, j'ai pas envie de faire des stocks de pièces qui ne me serviraient pas forcément tout de suite, et donc j'ai décidé de faire un truc peut-être un peu plus malin, c'est-à-dire de remplacer le buck par un buck équivalent bricolé, au moins provisoirement, pour faire les essais. Pour remplacer ça, il faudrait connaître au moins 2 paramètres. Le premier, c'est quel courant devait pouvoir débiter le convertisseur en place au départ. Alors pour ça, la datasheet nous donne une indication qui est grosso modo ici 2 ampères. Et la deuxième chose à savoir, c'est quelle tension devait délivrer le convertisseur d'origine. Alors soit c'était un convertisseur à tension de sortie fixe et à ce moment-là, la documentation va nous donner directement l'information. Soit c'était un buck à tension réglable, ce qui est le cas ici, et à ce moment-là, il va falloir réfléchir un petit peu plus pour pouvoir faire un remplacement correct. Alors pour faire simple, très souvent, à la sortie d'un convertisseur buck ajustable en tension, on va trouver un pont diviseur constitué de 2 résistances branchées comme ceci, dont le point de jonction est raccordé à une des bornes du circuit de gestion. Et en fonction de la valeur de ces 2 résistances, la tension de sortie prendra une valeur différente. Et dans la documentation technique, le fabricant donne la formule de calcul pour calculer les valeurs de résistance à mettre pour obtenir la tension de sortie qu'on désire. Alors ici, je vais faire la démarche inverse, c'est-à-dire que je vais aller repérer sur le circuit imprimé où est le pont diviseur, dessouder les résistances pour pouvoir mesurer ensuite leur valeur de manière fiable. Et ensuite, je vais donc à partir des valeurs de résistance, calculer quelle tension de sortie le convertisseur d'origine devait fournir. Et on tombe sur un résultat de 5 volts. Donc 5 volts, ça tombe bien puisque c'est une valeur normalisée, ça simplifie le remplacement. Je vais donc récupérer sur une vieille carte un régulateur à découpage buck qui fournit 5 volts fixe en sortie, donc cette référence-là. J'ajoute autour de celui-ci les composants qu'il faut pour que tout fonctionne. Je vérifie que ce montage bricolé fournisse bien 5 volts continu en sortie. Donc voilà, c'est bon, mesure faite. Et ensuite, je vais raccorder donc ce bricolage-là dans l'écran. Donc j'ai 3 raccordements, l'entrée plus 12 volts continu, une masse en commun et la sortie 5 volts régulée. Donc voilà, le buck bricolé est en place. Alors c'est un montage volant, il faut faire attention à ne pas faire de court-circuit avec. On va maintenant envoyer les 12 volts continus dans la fiche jack en espérant que ça réveille la partie commande. Donc voilà, je branche, c'est l'instant de vérité, on patiente.
il se passe rien. Nous avons la LED rouge de la face avant de l'écran qui commence à s'allumer. C'est bon signe. Alors, c'est pas la peine d'attendre une image, bien sûr, pour l'instant, puisque le rétroéclairage n'est pas en marche. Mais déjà, ça, c'est intéressant. Alors, je vais appuyer sur le bouton Power. Voilà, là, j'éteins. Voilà, donc ça répond, ça s'éteint. Je rappuie pour rallumer. On attend. Et ça se rallume. Donc, a priori, la partie commande semble répondre, ce qui est déjà une avancée quand même assez intéressante. Je vais braquer une torche puissante sur la dalle LCD pour voir si en alimentant la partie commande, elle essaye de composer une image maintenant. Donc là, j'allume. Ah, et on voit l'image s'afficher. Donc a priori, la partie commande répond. Alors je vais réessayer une deuxième fois. Donc éteindre, allumer, et ça affiche. Donc a priori, la partie commande n'est pas grillée. Donc à partir de cet instant, ça vaut le coup d'essayer de réparer le rétroéclairage. Donc avant de poursuivre la réparation de la partie alimentation du rétroéclairage, je vais tester, voir si toutes les LED s'allument. Donc pour ça, je vais injecter un courant constant de 10 mA directement dans la connexion LED du panneau LCD et on va voir si, comme tout à l'heure, en appuyant, le logo de la marque s'affiche. Alors, ça s'allume. A priori, l'image est homogène, ça passe rapidement, mais a priori, c'était homogène, donc je dirais que toutes les LED fonctionnent et que ça vaut le coup donc d'essayer de mettre un convertisseur boost de remplacement. Donc voici là un convertisseur boost que j'ai bricolé autour d'un circuit de référence ZS-LS7025. C'est un circuit spécialisé permettant de faire un convertisseur boost qui débite en sortie un courant constant, donc qui est prévu pour alimenter des LED. On ne va pas rentrer dans les détails du montage, sachez simplement qu'il peut monter assez haut en tension et que j'ai calibré mes composants pour qu'il débite un courant constant de 20 mA. Comme je ne connais pas les LED, avec 20 mA, je suis sûr de ne pas les griller. On va l'essayer. Donc c'est du provisoire, il y a 4 bornes de raccordées, l'entrée plus et moins 5 volts donc en provenance du convertisseur buck et la sortie plus et moins vers la connexion LED. On rebranche la connexion LED. Alors essayons maintenant ceci, je prends mon appareil photo pour envoyer un signal vidéo sur une des prises RCA et donc il faut toujours faire attention à ces montages volants qu'il n'y ait pas de problème avec. J'appuie sur le power pour allumer l'écran, donc ça s'affiche comme tout à l'heure. Et je vais, donc notre signal c'est normal, je vais allumer l'appareil photo pour envoyer le signal. Et nous avons l'image qui s'affiche. Voilà, donc là, a priori, ça fonctionne correctement. Image stable, pas de problème à signaler pour l'instant. Ça marche. Bah écoutez, a priori c'est réparé. Ça marche. Alors oui, j'ai quelques déconnexions de temps en temps puisque ma connexion n'est pas du tout fiable, mais sinon ça fonctionne. Bah écoutez, c'est terminé, techniquement ça fonctionne. Alors c'est une réparation que je devrais normalement terminer proprement, c'est-à-dire que je devrais faire des choix optimisés pour que les composants prennent tout d'abord moins de place, de manière à pouvoir refermer le couvercle derrière. Mais bon, c'est une réparation que je ne voulais pas faire de manière finale parce que j'ai pas besoin de l'écran tout de suite. Donc c'est du temporaire qui a ses défauts, mais ça pourrait être amélioré. Tout d'abord, pour le courant des LED de rétroéclairage, je me suis fixé 20 mA de courant constant. Avec cette valeur-là, je suis sûr de ne pas les griller. Comme je n'ai pas la documentation, je ne sais pas réellement pour quel courant nominal elles sont faites. Ça se trouve, là, avec 20 mA, j'ai une luminosité trop faible par rapport à la normale et donc l'écran n'est pas au maximum de ses performances. Et à mon avis, c'est le cas puisque l'image me paraît un petit peu faiblarde. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une résistance de shunt de 1 ohm pour la mesure du courant des LED de par le circuit de conversion boost. 1 ohm, ça fait une chute de tension avec 20 mA de 20 mV pour le signal du feedback, si vous voulez. Et ça fait bizarre, je pense que c'est beaucoup trop faible et que ça a été effectivement prévu pour un courant de LED beaucoup plus important que ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit 100 mA ou 150 mA, ce qui ferait 100 mV ou 150 mV de signal feedback. Ce qui me paraîtrait beaucoup plus cohérent comme valeur. Mais bon, en essayant de balancer plus de courant, on risque de les faire griller. Autre chose, sur cet écran-là, on a un petit menu accessible avec les boutons poussoirs qui nous permet notamment de régler la luminosité. Et alors, ce qui va se passer, à mon avis, quand on appuie sur les commandes de luminosité, c'est que ça va générer en interne de l'écran un signal, soit analogique, soit PWM,
qui va être injecté sur une des bornes de l'ancien circuit de gestion du convertisseur boost, qui va commander une consigne en courant différente au niveau des LED du rétroéclairage. Alors là, bien évidemment, comme j'ai remplacé directement le boost en branchant simplement l'entrée et la sortie, il n'y a plus justement ce signal qui va permettre de faire changer le courant de LED et donc la luminosité, et donc nous avons une luminosité fixe. Mais bon, si on le voulait, on pourrait prendre le temps de chercher sur laquelle des 6 pastilles apparaît le signal donnant la consigne de courant, le récupérer, l'adapter au nouveau circuit boost de remplacement pour essayer de retrouver un réglage de luminosité. Mais bon, c'est des choses qui prennent du temps. Et dans le même ordre d'idée, il faut savoir que pour le moment, les LED du rétroéclairage restent allumés en permanence. Habituellement, il doit y avoir sur une des 6 bornes de l'ancien circuit de gestion boost une commande on-off fournie par la partie commande de l'écran qui ordonne au convertisseur boost d'éteindre ou d'allumer les LED selon que l'écran doit afficher une image ou au contraire se mettre en veille quand par exemple il n'y a pas de signal vidéo injecté dedans. Et donc là pour l'instant c'est allumé en permanence, nous avons donc un gâchis d'énergie, mais pareil, on pourrait rechercher sur laquelle des 6 bornes se trouve le signal on-off de commande du convertisseur boost et l'adapter au nouveau convertisseur de façon à ce que les LED s'éteignent quand il faut. Sur les circuits intégrés de gestion de convertisseur buck, c'est pareil, et c'est le cas de celui qui avait à l'origine là-dessus. Il y a très souvent une borne on-off ou shutdown qui permet à une partie commande de dire au circuit de conversion de produire la tension de sortie ou au contraire de se mettre en veille, ce qui permet par exemple d'économiser de l'énergie. Et alors là, pareil, comme j'ai remplacé le convertisseur buck en brut, c'est-à-dire simplement en branchant l'entrée et la sortie, il tourne en permanence et donc il n'est pas dit que, avec ce remplacement provisoire, l'écran ne consomme pas plus en veille que ce qu'il consommait à l'origine. Voilà donc une réparation provisoire qui comporte ses défauts, qui pourrait être éliminée en prenant plus de temps pour faire de la recherche, un temps que je n'ai pas. Je voulais simplement vous montrer que techniquement ça refonctionnait et je terminerai en disant merci de votre attention et à la prochaine.